Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les 5 membres du conseil d'administration de la FAPOJ, Fédération des associations professionnelles et organisations des journalistes de Guinée, ont été élus ce mardi à Conakry. C'était à la faveur de l'Assemblée constitutive de la structure. Les échos dans cette édition. Des jeunes en quête de bien-être investissent de plus en plus les gares routières. C'est le cas notamment de la gare routière de Matam, où s'est rendue l'une de nos équipes. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, le Mali a un nouveau président. Il se nomme Ibrahim Boubacar Keïta. Son adversaire, Soumaïla Tissé, a reconnu hier soir à la surprise générale sa défaite et a félicité Ibeka. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. L'Assemblée constitutive de la Fédération des associations professionnelles et organisations des journalistes de Guinée s'est tenue ce mardi à Conakry, centre d'intérêt de la rencontre, l'élection des 5 membres du conseil d'administration de la structure. Cette élection s'inscrit dans le cadre du renouveau dans les organisations de presse. Oumar Sow nous en dit plus. Il était question pour la Fédération des associations professionnelles et organisations des journalistes de Guinée de mettre en place une assemblée constitutive de la FAPOJ Guinée. Au nombre de 9 fédérations pour 5 postes de responsabilité à pourvoir, c'est par des votes que les différents représentants des 10 postes ont été nommés. Notamment un secrétaire chargé de la formation, un trésorier, un secrétaire général, une vice-présidente et un président. À noter que ce conseil d'administration mis en place doit répondre aux attentes des membres. Quant à Chaïkou Baldé, élu président de la FAPOJ Guinée, il se réjouit de cette nomination. Avec l'élection des membres du conseil d'administration, les confrères et les consoeurs ont porté leur confiance sur moi pour être le président de la FAPOJ. C'est dire combien de fois je suis à la fois ému et très satisfait, et je mesure l'ampleur de la tâche et surtout de la confiance qu'ils ont bien voulu placer à moi et au conseil d'administration pour relever des défis qui interpellent notre corporation, notre métier, et des défis qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes de Guinée. Afiwamata Aoudjobé, nommé vice-président de la FAPOJ Guinée, mesure l'immensité de la tâche qui lui a été confiée et pense l'accomplir avec abnégation. Cette structure que nous avons mis ensemble, que nous avions aujourd'hui, dont nous avions élu aujourd'hui le conseil d'administration, c'est que nous puissions aujourd'hui nettoyer d'abord la presse guinéenne. Nettoyer la presse guinéenne, c'est permettre aux journalistes de vivre de son travail. Nettoyer la presse guinéenne, c'est permettre au monde entier de savoir qu'il y a de bons journalistes en Guinée, qu'on puisse bénéficier des mêmes prérogatives que nos confrères de Dakar, nos confrères de Bamako, nos confrères des autres pays de la sous-région. A souligné que ce conseil d'administration mis en place pour un mandat de 2 ans permettra aux journalistes d'être la force qu'il faut dans l'exercice de leur métier. Les différentes gares routières de la capitale sont devenues des lieux de débrouillardise pour bien des jeunes sans emploi. Illustration à la gare routière de Matam où certains jeunes débarquent des passagers, d'autres transportent des colis et vendent des tickets, mais tous ont en commun le désir de gagner leur vie. Reportage Abdraman Ba. Différents des rabatteurs, souvent fréquents au niveau des ronds-points à la recherche des clients pour les taxis, cette autre catégorie de groupes qui se débrouillent à la gare routière est communément appelée coxeurs. Des coxeurs qui sont soit anciens chauffeurs, apprentis qui désirent être chauffeurs ou syndicalistes à la recherche de gains. À la gare routière de Matam, sur la ligne Kissidegou-Gekedou, se trouvent plusieurs jeunes qui font le petit métier. On est chauffeurs, sommaires, c'est ça qu'on dit coxeurs chez nous ici. On cherche les clients pour les chauffeurs. On discute les bagages, on classe au-dessus, on attache. Après, le chauffeur nous paye. Parmi ceux qui exercent le métier de coxeur, certains sont considérés comme les bras droits des chauffeurs. Ce sont eux qui assurent la vente des tickets. C'est moi qui écris les tickets et je les revends. Le premier taxi qui vient de quitter, c'est moi qui ai revendu ces billets. Il n'y a pas une convention. Quand tu finis, tu fais le compte au chauffeur. Tu leur rends l'argent, il te donne ce qu'il va te donner. Mais c'est pas précisé quoi. À chacun sa spécialité. Raymond Leno, ancien chauffeur d'une société minière, lui assure le transport des bagages. Il dit gagner le minimum. Je suis à côté de mes amis ici, je suis coxeur là. Je rentre avec un petit de somme à la maison. Des fois je gagne 30 000, 15 000, 20 000. Des fois même je ne gagne rien. Je suis jusqu'à Simantérigo.
Le transport, chaque jour, je paie 10 000. Des fois, je ne gagne pas ça. Des fois, je dors aussi. Le matin encore, je conduis à Gabegade. N'évoluant pas sous la tutelle d'une section syndicale, ces coxeurs ont néanmoins leur propre organisation pour éviter certains débordements. Des fois, il y aura l'échange des bagages. Il y aura des sacs qui se rassemblent. L'autre passager peut descendre avec un autre sac. Il laisse son sac dans la voiture. On fait les vérifications. Des fois, on trouve. Si on n'arrive pas à trouver, il y a d'autres qui pardonnent, il y a d'autres qui exigent de payer. Donc, ça sera payé. En cas, si les chauffeurs ont des problèmes, on les règle. S'il faut l'accident, on les règle. On les aide. S'il y a des bagages perdus, on les aide. On fait tout pour avoir ce bagage-là. Le seul taxe, c'est pour payer le billet pour sortir. Les 10 000 francs, c'est pour les taxis. Les 9 là. Les 8 000, 12 000. Comme à Matam, ils sont nombreux des jeunes qui se débrouillent dans les différentes gares routières du pays pour subvenir à leurs besoins. Dans ce reportage, il s'agit bien sûr des jeunes qui embarquent et non qui débarquent, comme je l'ai dit tantôt. Rendons-nous maintenant à Tondon, localité située à 100 km de la ville de Dubrika et qui abrite le projet de réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta. Une frange de la jeunesse a érigé des barricades sur la route lundi passé. C'était pour contester la manière avec laquelle les fonds d'indemnisation ont été payés aux populations dont les arbres fruitiers et autres domaines ont été touchés par les travaux de réalisation de la route d'accès au site du barrage. Ansouman Kumbassa nous en dit davantage. Ils étaient alors nombreux à s'engager dans un mouvement de contestation de la façon dont s'est effectué le paiement des fonds destinés à l'indemnisation des personnes dont les arbres fruitiers et domaines ont été touchés par les travaux de réalisation de la route d'accès au site du barrage hydroélectrique de Kaleta. C'est le mois dernier que les opérations d'indemnisation ont commencé, mais la procédure de paiement et le montant perçu par certains laisse à désirer. Aucune transparence selon le président de l'association des ressortissants de Tondon, appelée Association des ressortissants pour le développement de l'Abaya, ADEL, en abrégé. C'est cette association avec quelques mécontents de cette opération de dédommagement qui ont barricadé le lundi passé la route accédant au centre-ville de Tondon en empêchant les entrées et sorties de tout engin, même ceux du projet Kaleta, ce qui a handicapé pendant quelques heures les travaux. Les autorités préfectorales et la direction générale de Kaleta, aussitôt informées, se sont immédiatement rendues sur les lieux à l'issue d'une rencontre regroupant autorités locales et manifestants dans la salle d'accueil de Tondon. Et il s'est avéré que le manque d'explication de la méthode procédurale de paiement et la sensibilisation à outrance des uns et des autres seraient à l'origine de ces remous au cours desquels l'on a enregistré aucun dégât ni profération d'injures à l'encontre de qui que ce soit. Tout s'est calmement passé. Selon les manifestants, leur action était apolitique, contrairement à ce qu'ils ont appris, qu'ils sont pour la paix du pays et qu'ils ne peuvent qu'être reconnaissants envers le président de la République dont l'initiative a permis de désenclaver et ouvrir Tondon, leur village au monde. Des propos qui ont réconforté le préfet de Dubreka, Adja Aïcha Saho, qui a tout de même rappelé que le projet Kaleta est l'espoir de toute la nation guinéenne et surtout le président de la République, avant de leur demander de toujours œuvrer pour la paix et le calme dans le pays, de jouer à l'apaisement pour une solution définitive de cette incompréhension entre le conseil communal de Tondon et quelques citoyens de la localité. Les personnes concernées sur invitation du Premier ministre devraient être ce mardi à la primature. La commune rurale de Tounifili, dont la préfecture de Bofa, affiche des ambitions de progrès. Nombreuses sont les actions de développement qui sont réalisées dans les collectivités, témoignant ainsi de la volonté des autorités communales d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Les précisions de notre correspondant Moussa Bachili. Tounifili fait partie des 8 collectivités de Bofa. Elle est située à 53 km du chef-lieu de la préfecture. Composée de 18 districts, 79 secteurs, pour une population de 407 032 habitants,
sur 428,1 km² à vocation agro-pastorale. Le maire de Tigépili, M. Mohamed Sankonsouma, depuis son installation en 2007, de concert avec le conseil communal, ont cultivé la paix, l'harmonie entre les composantes sociales. Cette culture de paix a favorisé la réalisation de plusieurs actions communautaires qui font de cette commune rurale une vitrine de la préfecture. Entre autres, on peut citer la construction d'une école de 4 salles de classe à Tomota, appuyée de 5 blocs de latrines, un poste de santé à Diogoya avec puits amélioré, un collège à Sambouya, la réhabilitation du siège de la commune et son équipement, le bureau du sous-préfet, le lycée dans le cadre de l'appui du PACV doté de la clinique publique, le marché avec l'appui de l'Union européenne, 14 forages réalisés par l'UNICEF, la réhabilitation du hangar du marché et son équipement, l'aménagement de 2 hectares à Kalsambo par le PGTMB, 2 hectares à Kalikale, la protection de la mare de Namumbula, la vulgarisation de 2602 forages et foyers améliorés, l'appui au groupement salicole de Djanka Kamatai, la réhabilitation équipement de la maison d'accueil, la réhabilitation de la résidence du sous-préfet, la création d'un centre NAPA et son équipement, le reboisement de 20 hectares de forêt communautaire. Ce riche tableau de réalisation fait de la commune rurale de Tigépili un centre d'attraction, un pôle de développement grâce à l'appui des ONG, mais surtout de l'apport même des collectivités. En parcourant ce vaste territoire, l'on est frappé par l'adhésion massive des populations au programme de société du professeur Alpha Condé. Bel exemple de civisme. La caravane Paix et Unité nationale a pris fin à Kissidougou le week-end dernier. Une initiative de l'Association des promoteurs et sympathisants de la forêt en collaboration avec le mouvement Dompilo. La démarche vise à renforcer les liens entre les communautés vivant dans la région forestière. Les précisions avec notre envoyé spécial Fodé Camara. Massanta, Guéguédou et Kissidougou étaient concernés par cette première phase de la campagne de sensibilisation appelée Caravane de la paix et de l'unité nationale en Guinée forestière. Les maîtres d'œuvre, à savoir l'association des promoteurs et sympathisants de la Guinée forestière APROSIF et le mouvement Dompilo, ont réussi à faire véhiculer leur message de paix et d'unité nationale dans ces 3 préfectures à travers des carnavals, mais aussi des meetings tenus dans les différentes maisons des jeunes. Nous sommes tous unanimes que la paix, c'est le gage du développement réel. Nous voudrons vous demander de continuer ce combat que nous venons de terminer. Et ce n'est pas fini, parce que tant qu'on vit, il faut toujours prôner la paix et l'unité nationale, car c'est le socle du développement et le président de la République demande à tout Guinéen de donner le meilleur de lui-même pour que cette paix, cette unité puisse être une réalité, mais pas un slogan simple. Les derniers événements qui ont causé tant de morts, tant de blessés, des familles endeuillées, certaines ne se retrouvent même pas, ne pourraient pas nous laisser tranquilles. Et cela ne peut pas faire la fierté d'un peuple. Les autorités préfectorales et communales, quant à elles, heureuses de recevoir cette mission dans leur localité, n'ont pas manqué d'ajouter leur grain de sel pour le renforcement du tissu social. Vive la paix! Vive la paix! Vive la Guinée unie dans la paix! Vive la Guinée unie dans la paix! Qu'avec ça, nous allons gagner le pari de la paix, parce que sans la paix, rien n'est possible. L'histoire de notre préfecture a raffermi la prise de conscience de nos populations en général et de notre jeunesse en particulier. Quant à leur détermination à préserver résolument la paix, la quiétude sociale et l'unité nationale. Nous les rassurons. Mindimunda, Anafouani, Kissidougou. Nous avons 3 pierres ici à Mara. 3 pierres qui représentent l'unité. 3 pierres qui représentent la paix. Nous sommes avec la mission qui a tout fait pour essayer de créer l'unité nationale et la paix
dans les différentes préfectures. Le ministre de l'Agriculture, Marc Yombouno, venu pour la circonstance, a tenu à marcher avec les organisateurs, et cela malgré la grande pluie qui s'abattait sur les différentes préfectures. Si cette première phase de la campagne Paix et Unité nationale a été une réussite, les regards sont donc tournés vers la deuxième phase, qui concernera les préfectures de Beila, Lola, Yomo et Zérekore, comme pour dire qu'aucun développement n'est possible sans la paix et la stabilité. Politique à prison, l'opposition républicaine s'est réunie ce mardi au QG de l'UFDG. Occasion pour ses responsables de faire une évaluation à mi-parcours des préparatifs pour l'organisation des législatives prévues pour le 24 septembre prochain. Il a aussi été question du maintien de l'unité au sein de l'opposition. Mamadi Kamisoko nous fait le point. Il s'agit de la toute première rencontre des dirigeants de l'opposition républicaine depuis la signature de l'accord politique interguinéen du 3 juillet dernier. Le compte à rebours étant lancé dans l'organisation des législatives pour le 24 septembre et les différentes alliances qui se forment au sein de l'opposition, les partis décident d'agir à l'unisson jusqu'à la fin du processus électoral. J'appartiens à une alliance nouvelle, Agir ensemble pour la Guinée. Nous sommes toujours attachés aux valeurs qui sont le respect des règles de jeu, le respect des règles de la compétition électorale, et le centrisme dont il a été en question n'est pas un centrisme qui est opposé à ces valeurs. Nous avons décidé de réaffirmer l'unité de l'opposition républicaine face au pouvoir, parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de polémiques. On a pensé que l'opposition a éclaté. Or, l'opposition républicaine reste unie et déterminée à défendre ses intérêts, à défendre la transparence du processus électoral. En évaluant à mi-parcours le respect de la date du 24 septembre, l'opposition républicaine exprime ses inquiétudes et évoque du retard dans la mise en œuvre du chronogramme. Ce que nous notons, c'est qu'il y a des problèmes très sérieux qui sont reconnus. Le premier gros problème est que le chronogramme a donc pris 8 jours pratiquement de retard par rapport au 24 septembre. Un gros problème demeure. La CENI a cru devoir procéder à une réaffectation des électeurs et électrices pratiquement partout. Donc beaucoup de gens qui ont voté en 2010 vont se retrouver totalement perdus le jour du vote. Il y a eu une commission qui a été à Bruxelles pour voir le fichier. On a identifié énormément de doublons. La révision complémentaire s'est passé dans de très mauvaises conditions. En raison de l'impréparation de la CENI et de Sabari, c'est dans de rares localités que la révision a démarré à bonne date. L'opposition a déjà adressé un courrier à la CENI pour lui demander de faire une prolongation de ce délai. Nous n'avons pas encore de réponse. Nous avons des inquiétudes qu'on puisse, sous la pression de l'urgence, sacrifier la transparence du processus électoral. Ces leaders politiques comptent prochainement animer une conférence de presse sur l'état d'avancement du processus électoral en cours. Une bonne leçon de démocratie, c'est ce que vient de donner le Mali à tout un continent. Au lendemain du second tour du scrutin présidentiel au Mali, le candidat de l'URD, Soumaïla Cissé, s'est avoué vaincu, allant jusqu'à rendre visite à son adversaire Ibeka pour le féliciter. Un acte républicain et d'humilité relayé en Guinée par les partisans de Soumaïla Cissé. Ils se sont rendus ce mardi chez le président de la coordination Ibeka en Guinée, Mohamed Malik Diallo, pour le compte-rendu. Après les premières tendances du second tour de la présidentielle malienne qui augure une victoire certaine d'Ibrahim Boubacar Keïta et la visite mémorable de son adversaire, la fédération de l'URD en Guinée qui représente Soumaïla Cissé a elle aussi reconnu et salué la victoire de Ibeka. En des termes choisis pour la circonstance, le mandataire national de l'Union pour la République et la démocratie en Guinée s'est montré déterminé à accompagner tout comme son président le vainqueur du scrutin. Il ne sert à rien de perdre le temps. Lorsqu'on voit la vérité venir, il faut se précipiter pour donner beaucoup plus de tonus à la chose. Notre président n'a fait que son devoir, notre leader, nous le suivons et nous sommes rassurés, nous sommes comblés parce que nous connaissons tous les deux hommes. Nous les avons rapprochés, nous connaissons leurs compétences.
Donc on ne peut pas dire qu'on a perdu. Les partisans de Soumaïla Cissé semblent résolus à relever les défis du Mali sous le leadership d'Ibrahim Boubacar Keïta. On vous félicite beaucoup. On demande à notre président qui est élu aujourd'hui, qui est Ibrahim Boubacar Keïta, que Dieu l'aide pour qu'il prenne le défi. Il y a un grand travail qui l'attend parce qu'on a quitté loin. Aujourd'hui, on va retourner aussi là où on a quitté, on va dépasser là-bas, Inch'Allah aussi. C'est la nation malienne qui gagne et nul autre que le peuple malien après des élections jugées libres et transparentes. Les militants sympathisants et responsables du RPM se veulent rassembleurs pour le grand bonheur du Mali. Le geste noble que Soumaïla a fait hier au Mali, le peuple malien attendait à ça. J'ai toujours dit dans vos antennes, l'impossible n'est pas malien. Le Mali a un bon devise, un peuple, un but, une foi. Nous nous sommes unis pour le bonheur et pour le malheur. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons relever le défi du Mali. Ibeka seul n'a pas gagné, c'est le Mali qui a gagné. Soumaïla a gagné. Tout le Mali a gagné. À la faveur d'une campagne apaisée, les Maliens de Guinée se mettent une fois de plus au-dessus de toute considération partisane pour ne défendre que le Mali. Et je tiens vraiment encore une deuxième fois à remercier mon frère Touré et mon frère Cissé et la suite pour d'avoir fait le déplacement pour venir remercier. C'est ça le Malien. C'est vrai, pendant la campagne, il n'y a pas eu d'animosité entre nous. On a joué à l'adversité. Mais à la fin, on s'est retrouvés pour discuter en famille. Comme par le passé, le Mali et les Maliens prouvent à suffisance leur maturité politique. Une bonne leçon de démocratie donnée aux Africains. Le nouvel homme fort du Mali s'appelle donc Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Avant même l'annonce officielle des résultats provisoires, son adversaire Soumaïla Cissé a reconnu sa défaite hier. Un acte républicain que salue Ibeka, qui a aussitôt plaidé pour la réconciliation au Mali. La communauté internationale, quant à elle, se félicite de ce grand pas franchi pour l'ancrage de la démocratie au Mali. Mohamed Djibril Kamara. L'épilogue d'un scrutin présidentiel qui aura été particulièrement disputé entre les deux grands favoris que sont Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Le premier a pris tout le monde de court en reconnaissant sa défaite et ce avant même l'annonce officielle des résultats provisoires. Il faut dire que la victoire d'Ibeka était de toute façon prévisible au vu des résultats du premier tour et du nombre de ralliements dont il a bénéficié. Le nouvel homme fort du Mali mesure à sa juste valeur le triomphe de la démocratie malienne. Je suis fier de vous dire, le Mali qui retrouve sa calme historique, le Mali qui renoue avec son passé le plus glorieux, le plus beau, et qui nous fait oublier le cauchemar des dernières années. La victoire d'Ibeka n'occulte pas pour autant l'humilité et la grandeur d'esprit de son rival Soumaïla Cissé, qui, accompagné de sa famille, est allé féliciter le vainqueur, tout en symbole dans un pays qui garde encore les stigmates de la division entre le Nord et le Sud. À 68 ans, la tâche qui attend Ibeka est immense, un pays traumatisé par l'occupation du Nord à reconstruire et une réconciliation intermalienne qui s'annonce plutôt ardue, un vaste chantier dont a bien conscience le nouveau président malien qui aura besoin, en plus du soutien de l'armée, celui de tout un peuple, voire... Bref, en Égypte, les accrochages sporadiques continuent au Caire. La police a utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Après des heurts entre des pro-Morsi et des résidents du centre-ville, les partisans du président destitué ont manifesté en particulier aux abords de plusieurs ministères. On défie de plus aux autorités intérimaires malgré les menaces de dispersion par la force. Restons toujours en Égypte pour dire que depuis un mois,